I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du Podcastologue, dans l'épisode 21, un épisode dans lequel nous allons nous plonger un peu dans l'utilisation du logiciel Descript et de son mariage avec Squadcast. On va vous dire le bien ou le mal qu'on en pense. Philippe va nous parler de l'IBC et si vous ne savez pas ce que c'est, ne paniquez pas, vous n'êtes pas les seuls. Quant à Bruno, il ne m'a pas encore donné ses sujets de la journée, donc je ne peux pas vous les annoncer. C'est une surprise. Alors, on va se faire la surprise. Et quant à moi, je vais revenir sur l'étude du podcast au Canada que vient de mettre en ligne Triton Digital. Je suis Stéphane Berthomé. Je suis ravi de vous retrouver, Bruno Guglielminetti, le réalisateur et producteur du balado Mon Carnet, et Philippe Chapeau, le fondateur du Podcast Magazine. Dans cet épisode, je vais tester et recueillir les commentaires de mes complices sur le Shure avec lequel je vous parle actuellement. Puis la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à dire sur ce micro qui n'a pas déjà été dit. Et n'oubliez pas qu'avant la fin de cette saison, nous aurons 2 micros Shure à faire gagner, soit le SH55 et le MV7. Le partenaire de cette saison, c'est Edisound, qui assure la visibilité de notre podcast via des players placés stratégiquement sur des sites web qui permettent d'augmenter de façon significative nos écoutes. Maintenant, on va se lancer dans les sujets, puis je vais lancer peut-être d'abord Philippe, parce que Bruno nous fait des mystères. Alors Philippe, tu veux nous parler de l'IBC. Alors, de quoi s'agit-il ? L'IBC, pour l'IBC. ceux qui... l'IBC, l'International Broadcasting Convention. À Amsterdam, c'est un des plus gros salons broadcast en Europe. Il équivaut un peu au NAB aux États-Unis, que tu connais bien, Bruno, je pense, puisque ceux qui veulent un peu attaquer le marché américain, le NAB est vraiment incontournable. Alors, je ne sais pas si au NAB, il y avait beaucoup d'outils pour le podcast. Ce qui est certain, c'est qu'à l'IBC, j'en ai vu et j'ai dégoté des petites pépites, bien sûr un peu avec de l'intelligence artificielle, il en faut, avec des surprises, et vous allez découvrir 2 outils que je ne connaissais pas et qui sont fort intéressants. Et puis il y avait bien entendu les fabricants de micros. Bon, là, rien de nouveau sous le soleil, mais par contre j'ai vu quelque chose d'intéressant, c'est Lucy. Alors Lucy, c'est une application qui permet pour les radios de faire des choses, et puis là ils viennent de sortir le Lucy Room pour les podcasteurs, fort intéressant. Et puis pour terminer, mais ça je garde pour la surprise, c'est un petit spécial pour Stéphane. Bon, alors attends, on va commencer le spécial pour Stéphane. Je sais que ça va parler de vidéo. Tu m'auras plu avec ça. Mais comment t'as deviné ? Non, mais c'est incroyable. Mais devine comment j'ai deviné. Tu fais tu sais que là, en fait, on lançait ton sujet. Là, t'étais parti dans ton sujet parce que Bruno, Bruno, il est puni. Donc il donne même pas du teasing. Non, Bruno, il donne pas ses sujets. C'est fini, on est dans l'émission là. Bruno donne pas ses sujets, on n'en parle plus. Là. Bon, alors, on commence par un de tes sujets, puis on reviendra avec Bruno. Le mystérieux Bruno. On commence par l'intelligence artificielle avec AICoustics.com, AI-Acoustics, COUSTICS.com. Ça devient compliqué, les noms de machins de bidule. AI-Acoustics. Alors, ce qui est impressionnant, ce qui est impressionnant avec AI-Acoustics.com, c'est que il est venu avec une petite boîte qui avait un micro omnidirectionnel, et il montrait à quel point il arrivait à corriger le mauvais son du Hall 8 de l'International Broadcasting Center, qui est très très bruyant, et on pouvait se mettre à 2-3 mètres du micro omnidirectionnel, et la qualité au casque était bluffante. Et en direct. Ce qui est impressionnant, c'est le côté live de la chose. Et donc, bien entendu, il met à disposition une API pour ceux qui ont envie de faire ça. Je me suis empressé d'aller voir donc nos amis de chez Lucy, dont je parlerai tout à l'heure, et de chez Vortex, qui font aussi ce genre d'application. Parce que, en gros, en quoi ça va ? Imaginons qu'on invite quelqu'un ici dans notre podcast, et que cette personne, elle arrive avec un mauvais micro. Nous, on est des super pros, on a des super micros, mais imaginons qu'elle ait un micro omnidirectionnel de son ordinateur. Ou qu'elle est de la famille qui parle derrière. Ou de la famille qui parle derrière. Ou un chantier en cours dans le jardin.
ou un chat qui Exact. arrive, enfin peu importe. Et ben ça permet en fait d'avoir en plus il a un petit curseur qu'on peut bouger et où on peut travailler les hertz. Vous savez que la voix elle est plus sur du 20-30 hertz, ça dépend si c'est la voix de homme ou de la voix femme. Et bien lui il va pouvoir justement ajuster à la volée et faire en sorte que on soit comme si on avait un micro directionnel alors que on a un micro omnidirectionnel et un hold immense qui fait peut-être 15 mètres de haut avec de la résonance, c'est super impressionnant. Et donc je me suis dit que pour toutes les applications comme Riverside ou comme d'autres qui n'ont pas cette fonctionnalité en live de pouvoir le traiter, lui l'a fait. C'est un Allemand, il s'appelle Fabian. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne ses coordonnées. Alors son fonctionnement, c'est classique, c'est de l'API, c'est du jeton, c'est de la unit à chaque fois qu'on va aller appeler son API. Donc ça c'est pour la première. Il a un site web, ôte-moi d'un doute là, tu peux nous le donner peut-être je te l'ai donné déjà tout à l'heure, mais tu n'avais pas écouté, donc je vais te le redonner. ai-acoustics.com. Okay. Et sinon, est-ce que c'est cher? En fait, non, là, il a même pas de tarif tellement il vient de démarrer, quoi. Donc, c'est pour vous dire. C'est vraiment une primeur que t'annonces. C'est vraiment, alors là, c'est plus qu'une primeur parce que il était sur le stand de David Systems et de Netia, qui sont des éditeurs de logiciels et d'intégration pour des stations de radio, notamment, David Systems travaille avec toutes les radios chrétiennes en France, les RCF, il gère toute la partie digitale. Mais là, on est vraiment sur des start-upers qu'ils mettent en avant sur leur stand et ce gars était très impressionnant. Au début, j'ai réfléchi un peu à l'applicatif et puis après, quand je suis tombé sur les outils de Lucie et de Vortex qui font des choses en direct et je me suis dit, tiens, quelqu'un qui a un mauvais micro, comment on peut faire pour faire en sorte que ça le corrige à la volée en fait. Et là on est vraiment comme si on était devant un MV7 ou un autre micro directionnel. C'est vraiment très impressionnant. Juste pour simplifier les choses pour le public là, qui n'est pas forcément au fait de l'utilisation de ce genre de solution, comment ça s'intègre dans ton est-ce que ça vient s'intégrer dans ta solution d'enregistrement, Squadcast, Riverside ou autre? Comment ça fonctionne? Ouais, en fait l'idée c'est que là par exemple tu peux avoir un curseur sous ton audio ou ta vidéo, là on est sur Riverside, on se voit en vidéo, donc sous la vidéo tu peux avoir un petit curseur avec marqué activer la correction micro et un curseur qui va faire que toi imaginons que tu t'es je sais pas, t'es dans un hall de gare. Ouais. Non, mais dans un hall de gare et tu veux quand même faire un podcast de qualité, tu actives la fonctionnalité. Donc c'est aussi simple que ça. Dès que c'est activé, donc c'est un plugin qui va venir. C'est une API. Donc oui, c'est un plugin qui vient se rajouter à n'importe quel applicatif en fait. Ah, c'est intéressant. Donc assez bluffant. Intéressant. Je suis sur le site web. J'avoue que le site web est quand même assez, rustique. Oui, non mais il démarre. Ça se voit. Ouais. Mais effectivement, Mais la solution, alors il avait montré aussi une vidéo de Steve Jobs où Steve Jobs parlait il y a très longtemps dans une ambiance très très hall de gare pour une conférence où ça avait été enregistré à distance, je pense, et la qualité n'était pas très bonne. Et il a activé donc la fonctionnalité de son correcteur. Et là, c'était tellement bon que c'était même dérangeant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que Steve Jobs avait un vrai micro directionnel juste devant la bouche tellement c'était bon et qualitatif. Et donc je trouvais ça même trop bon en fait par rapport à l'image qu'on pouvait voir. Donc c'est pour vous dire. On dirait presque la post-synchro. Là. Ouais, c'est pour vous dire la capacité de cette premier outil. Et puis après. Dans les allées, j'ai continué mes petites balades et puis toujours à la recherche pour le podcastologue de nouveautés et pour un peu Podcast Magazine aussi, bien entendu. Et je suis tombé sur des Anglais qui s'appellent Speechmatics. Speech comme le speech et Matix, MATICS.com. Alors quand vous allez sur leur site, Bruno, tu vas y aller et tu vas être impressionné. Tu peux lancer une radio talk. Ils vont transcrire en live et traduire en live. Dans la langue que tu veux. Et là, on tombe sur quelque chose qui est très solide. En fait, ils sont derrière la plupart des outils de transcription dont vous entendez parler, qui sont... alors, il m'a dit qu'il y avait quand même peut-être des NDA avec pas mal de sociétés, donc je ne peux pas donner de nom, mais les outils que vous utilisez aujourd'hui et dont tu parles souvent, mon cher Stéphane, utilisent Speechmatic derrière.
et c'est leur propre technologie. Ils ne vont pas derrière du ChatGPT ou du autre. Et c'est eux qui développent. Ce sont des Anglais. Très impressionnant, pareil, si vous voulez les coordonnées de la personne qui est en charge de Splitmatic, n'hésitez pas à me contacter en off. Donc ça, c'est les deux vraiment outils assez impressionnants que j'ai vus. Et pendant qu'il me parlait, en fait, il enregistrait, ça transcrivait, il y avait un micro super loin, et ça marchait le feu de Philippe, encore une fois, je vais faire œuvre de simplification. Ils captent de l'audio qui traduisent et rédigent automatiquement. Là, par exemple, je suis sur leur site et je suis sur le site de la BBC World en anglais et il y a la transcription de ce qui est dit à la radio, à la BBC en anglais et en même temps la traduction en français. Donc ça veut dire que tu peux en fait lire ta radio ou j'imagine l'écouter aussi en même temps dans ta langue, mais tu peux aussi traduire en live, un peu comme fait Rask, c'est Rask AI, traduire en live ton podcast ou ton enregistrement. C'est ça, avec en plus la capacité à corriger, bien entendu, revenir et faire que la phrase soit intelligente et intelligible et idem pour l'anglais. C'est assez bluffant. Très impressionnant. Et ils ont plein d'autres outils parce qu'après derrière il m'a montré le back office de l'outil où il y a plein de fonctionnalités qui peuvent activer pour améliorer l'intelligence et tout ça. C'est assez bluffant. Eux, c'est quoi ? C'est des Anglais ? Oui, des Anglais qui développent ça depuis longtemps et donc je vous dis qu'ils sont derrière. En fait, c'est leur API qui est utilisé pour beaucoup de services qui avant passaient par ChatGPT ou autre et qui maintenant passent par. Ils ont déjà des très bonnes références. Ubisoft, ils travaillent avec Deloitte, ils travaillent avec Nvidia. Avec le Mila à Montréal. C'est drôle parce qu'ils ont l'air implantés effectivement à Montréal. Il y a plusieurs compagnies. Mais c'est du lourd, S'ils sont implantés à Montréal, c'est que c'est très sérieux. On voit que c'est non, sérieux. On parle pas, ça, et c'est pour ça que je suis avec vous. D'ailleurs, sinon jamais je prendrais ce temps de faire un podcast. C'est drôle. C'est drôle que tu dises ça parce qu'avec Bruno, on se demandait justement si t'étais encore à la hauteur de Montréal. Mais là, tu viens de très clairement de nous montrer que oui, on avait raison de t'avoir avec nous. D'ailleurs, à propos de Bruno, qu'est-ce que tu veux nous dire, Bruno? Allez, parle-nous. C'est dommage parce qu'il allait nous parler de Lucy. Moi, j'ai hâte d'entendre Lucy. Alors, je peux peut-être faire ça parce que la surprise, je la garde pour la fin, Stéphane. Ça sera quand même. Merci, et après, je laisse Bruno décliner. Tu sais que la dernière fois que tu as dit que tu avais une surprise, tu as oublié d'en parler dans l'épisode précédent. Mais non, c'est toi qui l'as. Et je souhaite que ce soit le cas pour cet épisode parce que je sais que tu vas parler de vidéo. Donc, je vais m'arranger pour que tu oublies ta maudite surprise. Ouais, mais tu vas être vert. Il a oublié ou est-ce que tu l'as censuré? Disons qu'on s'est entendu pour que ça marche pas. Salopio. Donc Lucy. Alors Lucy, Technica d'Alerté, une société qui est assez identifiée dans le secteur de la radio, mais qui là vient de sortir un produit impressionnant qui s'appelle Lucy Rooms. Alors qu'est-ce que c'est que Lucy Rooms ? Eh ben, je peux vous envoyer un lien et on pourra faire un test, les amis. Mais là, on est sur du lourd, c'est-à-dire que vous avez carrément la possibilité de créer une room avec 5 personnes qui vont pouvoir se connecter. Vous avez des liens où vous envoyez une clé ou simplement le lien pour que les gens se connectent. Vous avez accès à une console de mixage virtuelle qui est super bien faite parce que vous savez, il y a des moments où quand on a des invités ou quand on veut inviter des gens dans un podcast, si on fait un podcast en live, on veut pas forcément qu'ils partent tout de suite, on veut les muter ou on veut pouvoir faire ce qu'on appelle le talk back, c'est-à-dire ne parler qu'à eux et ne pas avoir les autres qui vous entendent. Et ça peut. Alors c'est vrai que dans un podcast ça peut être utile. C'est utilisé beaucoup en radio. Et ça, il permet ça. Et ils ont des abonnements. En fait, il fait payer 3 € de l'heure. Donc ça veut dire qu'on peut même l'utiliser à l'heure son Lucy Room. C'est-à-dire que vous voulez lancer votre podcast et avoir des gens à distance. Et il est sur une technologie sans latence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun délai dans la voix. Et ce qui est assez impressionnant derrière, au-delà de la console de mixage, c'est que vous pouvez créer un flux radio en direct. C'est-à-dire que de ce live que vous avez avec les gens, vous pouvez avoir un player qui est embeddé. C'est-à-dire vous avez votre player que vous allez mettre sur votre site et vous pouvez avoir les gens qui vous écoutent en direct. Donc vous pouvez activer tout simplement en cliquant sur le lien flux vidéo. Alors moi je dis à un moment faut arrêter, non mais faut arrêter, mais sauf que et je vous donne le lien les gars. Non, mais je vous donne le lien ça. Parce qu'en plus vous avez une application que vous téléchargez sur votre téléphone et vous pouvez même mettre votre propre logo
sur l'application. Et donc, si vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat, vous cliquez et vous arrivez directement sur le truc. Et puis, bien sûr, vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre room et enregistrer tout ça en local et puis télécharger après vos voix pour le monter ou alors récupérer votre enregistrement. Donc, c'est assez bluffant parce que c'est surtout la capacité à pouvoir le faire, à pouvoir prendre à l'heure ou à la journée. Ce genre de service. Ouais, c'est pas mal. En même temps, on s'est quand même beaucoup habitué au Riverside, Squadcast, Zencaster et autres. Ils arrivent un peu tard sur ce marché-là, non, tu trouves pas ? Non, parce qu'ils sont dans le milieu de la radio et ils s'adressent à des gens qui sont pas encore dans le coup. Super efficaces en termes de fiabilité. On n'a pas vu venir. Non, vas-y, continue. Non, mais de fiabilité et surtout le côté en radio, le gros problème qu'il y a aujourd'hui et même quand on fait du Riverside ou autre, et c'est pour ça qu'ils enregistrent en local. Hein, vous savez, tous ces logiciels, ils enregistrent en local parce que si jamais il y a un problème de réseau, là, on est vraiment sur de la technologie sans latence. Alors bien sûr, si votre connexion Internet coupe, on pourra rien faire et il enregistre aussi de chaque côté, mais c'est des outils qui sont vraiment assez solides en termes de fiabilité. Et c'est intéressant, Philippe, parce que moi, je regarde du côté des radios et il y a une époque où Lucie avait vraiment tout le marché. Et puis, aujourd'hui, de les voir arriver comme ça, dans le fond, dans une version Lucie Web, je trouve ça intéressant, mais pour eux, le timing, c'est quand même tard. Hein, parce que je connais un bon nombre de radios qui, elles, se sont mis, à cause de la pandémie, à utiliser les Google Meet, les Teams et les Messenger. Ouais, c'est ça, pour faire... Ouais. Alors, c'est intéressant que là, ils décident d'aller sur le marché des autres applications sur le web et en visant le marché du podcasteur avec leur réputation. Et puis, des tarifs très accessibles, surtout. Je pense que quand tu es dans l'univers de la radio et que tu connais déjà le système de gestion, Lucie, ça doit effectivement t'intéresser. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, dans le marché du podcasting, qui est déjà très en avance sur les outils d'enregistrement, j'ai aussi le feeling qu'ils arrivent un peu tard là. Je rejoins Bruno là-dessus. Non, mais alors c'est pas pour tous les podcasts, c'est pour quelques podcasts qui en effet ont besoin d'avoir des fonctionnalités qui ressemblent un tout petit peu à celles de la radio et qu'on n'a pas dans les autres outils. C'est-à-dire le talkback par exemple, pouvoir parler à un podcasteur en lui disant tiens, est-ce que tu peux dire ça, parce que sinon, et que tu ne sois pas ni entendu à l'antenne ni les autres t'entendent, ça c'est une fonctionnalité qui est unique. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, la seule façon de le faire, c'est en utilisant l'espace de clavardage et d'envoyer un message à quelqu'un. Mais va-t-il le voir? Ou de faire du montage, les amis. Encore cette solution-là en podcast. Ça existe encore. Alors. Ouais, ça évite la post-prod. C'est vrai. Alors, Bruno, est-ce que tu veux nous révéler tes secrets? Merci beaucoup, parce que Philippe, là, tu nous fais languir. Allez, vas-y. Parle-nous. Oui, merci, je vais essayer de parler. D'abord, Substract. Est-ce que vous connaissez, messieurs? Tout le monde connaît. Oui, Substract, c'est fort intéressant parce que maintenant, ils sont en train de se positionner sur le marché du podcast comme étant une plateforme. Oui, je vois Stéphane qui réagit. Oui, mais ils sont en train de se positionner en disant, écoutez, ne laissez pas vos podcasts uniquement sur les plateformes d'agrégation de podcasts, mais essayez plutôt d'aller rejoindre votre clientèle directement. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que de plus en plus d'auteurs d'infolettres ou de newsletters, là, dépendamment de comment vous les appelez, qui utilisent Substract, sont en train maintenant de ramener les podcasts dans l'univers de podcasts, essentiellement parce que avec ça, ils ont un contact direct avec leur lectorat. Je vous donne un exemple. Moi, je publie de mon côté mon carnet et je le dépose sur mon hébergeur. Après, ça va dans les agrégateurs de podcasts. Je le publie sur les réseaux sociaux, mais ça s'arrête là. C'est les gens qui vont venir le chercher. Tandis que si vous décidez, et là on parle de Substract, mais c'est vrai avec Kessel, avec d'autres systèmes d'infolettres, vous pourriez décider de faire une infolettre et de carrément présenter votre podcast et donc d'écrire directement à votre lecteur pour qu'il le reçoive dans sa boîte de courriel. Et évidemment, le clic, il y a plus de chances d'avoir lieu et donc il y a probablement beaucoup plus de chances d'avoir une augmentation d'écoute. Et ça, c'est un truc de stratégie, là, d'écoute, parce que les gens vont recevoir cette infolettre-là avec le programme de votre production
et à un clic de l'écoute, plutôt que de devoir aller sur un réseau social ou d'ouvrir une autre application. Ça me fait beaucoup de peine de voir que tu lis pas l'infolette du Podcastologue sur LinkedIn, parce que dans l'infolettre du Podcastologue sur LinkedIn, il y a nos épisodes de podcast qui sont intégrés. Mais bon, mais là où, moi c'est Stéphane. Non, mais je parle plus. Philippe, il a le droit de parler aussi. Il n'y a pas que toi. C'est pas parce que tu es au centre de l'image que. Non, donc, mais Philippe, toi qui utilises le courriel abondamment dans tes communications, est-ce que tu... Ben oui, quand même. Non, je vais finir ma phrase. Donc, Philippe, est-ce que tu utiliserais une infolette seulement, pas pour vanter 24 autres choses que vous avez produites, un peu comme dans l'infolette du Podcastologue, mais simplement pour faire la promo des items avec des liens vers chacun des items qui se trouvent dans ton podcast? Ben oui, c'est clair que si après, derrière, tu arrives au bon endroit du lecteur, mais pour ça, il faut, ça reprend du temps. Même pas besoin de chapitrer, en fait. Après, il y a les outils de chapitrage automatique qui te permettent de pouvoir, et même qui te créent ta newsletter, et si tu intègres ton chapitrage à l'intérieur, oui. Pourquoi pas. Après, Substack, c'est compliqué, Substack. Moi, j'ai jamais vraiment accroché à Substack. Mais ceci dit, ça soulève un point intéressant. Est-ce que on pourrait pas imaginer, par exemple, une infolette qui s'adapte à l'audio et qui, tu sais, un peu sur tu fais ton WANI, là, ton objet audio non identifié, Philippe, qui permettent de, par exemple, envoyer des messages audio très facilement enregistrés directement dans le corps de l'infolettre, ou tu vois, quelque chose qui soit à mi-chemin entre le texte et l'audio. Ben, il pourrait se trouver des liens, mais c'est sûr que tu veux pas envoyer un courriel attaché avec des fichiers audio. Ben, ça va peser une tonne et ça va se faire arrêter. D'ailleurs, j'ai jamais vu de player audio dans une newsletter. Non, j'en ai vu. Non, mais c'est des liens. Tu peux cliquer et jouer. C'est des liens. Oui, sauf ça dépend des logiciels d'email. Alors, c'est... Oui, mais là, on parle d'audio qui font, c'est des virgules, là, c'est pas plus que 4 secondes. Mais si tu veux quelque chose d'intéressant, ben, il y a des hyperliens qui peuvent faire apparaître en HTML, là, qui vont faire apparaître des lecteurs dans ton infolette. Mais c'est bien intéressant Mais sauf que c'est intéressant d'utiliser l'infolette pour aller... Et la différence avec le mettre de façon traditionnelle sur une plateforme d'hébergement et d'attendre que les gens viennent plutôt que d'envoyer une infolettre à des abonnés. Et c'est pour ça que je parlais de mon carnet, parce que moi, je vais commencer à le faire. On va voir ce que ça va donner. Mais les 2600 quelques personnes qui suivent l'infolette Mon Carnet, ben, à partir de lundi prochain, et puis ils vont recevoir l'infolettre avec... Et ce sera une infolette que pour le podcast. Ce ne sera pas un éditorial ou une réflexion. Ça va être que le contenu du podcast. Bon, on va suivre cette expérience-là. Ça va être intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir. Est-ce que tu as d'autres actus, Bruno? Oui, on dirait. J'en ai une autre. Vous voulez pas les lâcher, vos actus? Hein? Non. Il y en a un autre. Et est-ce qu'il y a des gens autour de ces micros qui connaissent Stability AI? Ah pas oui, du tout. Je suis déjà allé jeter un coup d'œil. Et j'ai un souvenir C'était assez pour faire flou, des images, je sais plus du tout, honnêtement, je me souviens plus. Ouais, ben ça a été connu d'abord et avant tout pour la capacité justement à partir de texte de générer des images là, comme d'autres outils là, il y a rien de nouveau là-dedans. Sauf que là ce qu'il lance, c'est Stable Audio. Et on en entendait parler parce que au début, ça devait faire, ça c'est assez chouette pour illustrer sonorement, ça devait faire des effets spéciaux. Alors, tu dis le son que tu veux avoir et ça te le génère. Après, ils se sont lancés un petit peu dans la musique. Et là, maintenant, ce qu'ils font, c'est... On s'entend, c'est pas les premiers puis ça sera pas les derniers. Ils font du texte à l'audio. Mais pour de petits usages, quand tu as besoin de faire des petites clips, ça peut être intéressant parce qu'il y a 3 niveaux de prix. Il y a une version gratuite qui permet de créer jusqu'à 45 secondes d'audio et à 20 reprises pendant un mois. Il y a la version payante à $12 qui, elle, permet de faire 500 pistes de 90 secondes. Donc, quand on veut avoir des petits extraits sonores, ça peut être intéressant. Puis bon, il y a la version professionnelle, mais là, il faut les contacter. Alors, j'avoue que ça, c'est un outil de plus qui arrive dans l'écosystème. Mais évidemment, bon, ils nous disent que la version d'intelligence artificielle générative, là, elle va toujours pouvoir servir à créer des sons, des effets sonores, de la musique, mais maintenant, ils ajoutent du texte à la voix. J'ai testé Stability AI pour de l'image et c'était vraiment bien fait.
Honnêtement, j'ai été impressionné par la qualité du résultat. C'était facile à faire. C'est vraiment c'est dans les tests que j'ai fait d'images, c'était assez bien. C'était parmi les meilleurs. Et ça me rappelle que j'avais été contacté quand j'étais à Denver par une compagnie qui m'a présenté une solution où en intelligence artificielle, il générait un 30 secondes ou 40 secondes, non pas de musique, mais d'effets spéciaux. Tu sais, d'ambiance, de bruit. Alors tu pouvais demander, je sais plus ce que je lui avais demandé, un cri au milieu d'une foule, et le rendu était plutôt intéressant. Donc l'avenir du FX, là, de l'effet spécial et du bruitage, peut effectivement aussi se trouver impacté. On pense beaucoup à la musique, etc. Mais j'ai l'impression que le bruitage va venir assez rapidement parce que c'est des types de constructions qui sont peut-être un peu moins complexes, tu vois, que créer une véritable ambiance musicale, symphonique ou autre. Et ça se peut qu'on trouve rapidement des solutions à ce niveau-là. Ça va être assez intéressant. Mais je le redis, ceux qui veulent essayer Stability AI en solution d'image, c'était vraiment un test que j'ai fait qui m'a impressionné. J'ai vraiment eu des très bonnes solutions. Mais je te dirais que pour les avoir essayés dans le son, je les trouve aussi pertinents. Et je fais un clin d'œil à Philippe là-dessus, qui a probablement travaillé dans sa vie avec des banques de sons. Le problème avec des banques de sons, c'est la durée de l'extrait. Et avec maintenant des outils comme Stability AI qui permet et la compagnie dont tu évoquais l'existence, là, c'est la beauté d'être capable que si on a besoin d'un 2 minutes ou d'un 45 secondes, on peut le demander et ça va nous être généré plutôt que de tourner et de faire du montage et du mixage, là. C'est vrai, c'est un point intéressant, ça, parce que on se rend compte que quand on monte une musique sur une ambiance et qu'on veut terminer pile poil sur le climax de la musique, si là on se dit qu'on a un texte, on le fait à l'envers, c'est-à-dire que sur notre ambiance ou notre narration ou notre moment ou quoi que ce soit, on sait qu'on a un 32 secondes, on va créer une musique qui climax à 32 secondes. Exactement. C'est très très pertinent. On voit le réalisateur rapide, quand même, le professionnel. Ouais, mais c'est plus rapide que d'avoir un compositeur. Mais quand même, je conseille à tout le monde d'avoir un compositeur. Oui, on aime tous le caviar. Et le compositeur, il y a des compositeurs qui sont pas du caviar. Mais je veux dire, on aime tous le contenu de très grande qualité et on sait qu'un compositeur ou une compositrice, ça va forcément nous donner un meilleur résultat. Mais il y a des petits indépendants qui n'ont pas forcément les moyens, mais c'est quand même intéressant de pouvoir tester ces solutions-là. Je suis sûr que vous en avez encore dans votre petit sac à nouvelles. Ouais, j'ai 2 petits trucs. J'ai la surprise, mais ça, on a encore un peu de temps. Non, oui, c'est après l'enregistrement. Oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Et non, c'est simplement. Alors, je sais pas, peut-être que j'arrive après la guerre, mais je suis par hasard retourné sur Adobe Podcast pour voir si ça avait bougé, si mon compte avait bougé, et si je pouvais utiliser autre chose que simplement les 2 outils. Et magie de Adobe Podcast, pour moi, c'est ouvert. Donc Adobe. Qu'est-ce que t'as vu ? Bah oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé et d'un seul coup, je n'ai plus que les deux tools. J'ai aussi Studio qui est ouvert avec Record, Edit and Enhance in your browser. Donc j'ai la fonctionnalité Studio qui vient d'être qui vient de m'être donnée accessible par le biais d'un Premium Access parce que peut-être j'ai un abonnement aussi à la suite Adobe et que j'avais fait moi la demande pour être en bêta testeur. Et donc là, il y a des templates qu'on peut utiliser. On clique sur New Project. Alors, j'ai pas eu le temps encore de tester, mais je sais pas si vous aviez cet accès-là. Donc, quand on arrive, en fait, on a un Start Recording, Invite other participants or upload audio file. Donc, inviter des participants, enregistrer ou télécharger des fichiers. On peut uploader, on peut mettre de la musique, on peut mettre des placeholders. Et je pense que ça fait aussi de la traduction simultanée quand on enregistre. Donc je testerai ça pour le prochain podcastologue. Une très bonne idée ça. Bon alors on va pas à ta surprise encore si j'ai bien compris. Je vais laisser mariner un peu. Non mais on va vraiment la garder pour l'après émission parce que c'est quand même le meilleur moment pour parler de vidéo. J'aimerais qu'on parle j'ai vu que tu l'avais partagé Philippe du rapport qui a été produit par Triton Digital qu'ils ont envoyé avec moult réserves d'exclusivité jusqu'à la date d'aujourd'hui.
Alors moi, j'étais un peu, j'avoue, quand même déçu par le peu. Bon, il y a des informations intéressantes, mais c'est pas un rapport d'une profondeur astronomique. Les points clés du rapport, c'est que 92% des podcasts ont été écoutés sur des appareils mobiles. Ça confirme ce qu'on sait déjà. Hein, je veux dire, là-dessus, il y a guère de surprise. Ça se concentre sur le podcasting et sur le podcast au Canada, donc c'est quand même intéressant pour nous et pour nos auditeurs, auditrices. La moyenne des heures téléchargées par auditeur et par semaine, c'est 3 heures, ce qui est déjà pas mal. C'est 4,4 téléchargements d'épisodes par auditeur en moyenne par semaine. Donc ça veut dire que chaque auditeur écoute entre 4 et 5 épisodes, ce qui est beaucoup et peu à la fois. Enfin, moi, c'est sûr que moi, je suis peut-être pas la référence. Là, j'en écoute beaucoup plus que ça. Le jour de la semaine le plus écouté, et ça va intéresser ceux qui mettent en ligne, c'est le mercredi. Et bravo Bruno. Et c'est peut-être Bruno qui fausse les statistiques. Et c'est entre 10h et midi, l'heure d'écoute. Et alors, un autre point intéressant, c'est quelles sont les parts de marché par genre au Canada. Devinez quoi, le True Crime est en tête avec 18%. J'en profite pour souligner la sortie, c'est vraiment ma semaine de promo, la sortie de ce formidable balado, ce nouveau balado produit par Audio qui s'appelle Redoutable, les grands crimes en récit, animé et créé par Stéphane Berthomez. Je vous encourage vraiment à l'écouter, c'est une nouvelle forme de narration. Est-ce que vous rappelez le lien entre la dame en Californie et puis... C'est une dame en France qui loue un hélicoptère pour faire évader son mari. C'est un criminel qui fait attaquer une prison au lance-roquettes. Ce sont des gars qui s'évadent d'Alcatraz sur un radeau. Non, mais c'est des histoires extraordinaires. Non, mais comment on ne veut pas aller arrêter d'écouter le podcastologue pour tout de suite aller écouter... Non, mais non à la censure. Non, mais c'est l'un appelle l'autre. Okay. L'un appelle l'autre. Bon, je vais continuer mon point d'actualité parce que là, ça tourne vraiment à l'anarchie. Donc, les genres, le true crime met de peu devant l'actualité. Puis là, je pense qu'il faut relativiser parce que quand on parle de podcast d'actualité, très certainement que Cube Radio et Radio-Canada, CBC donnent beaucoup d'impact à ces contenus-là parce qu'ils en produisent, qui sont très écoutés. La comédie, donc l'humour, etc., vient en troisième, ce qui est quand même très fort. Le podcastologue est là-dedans. Ça, c'est la comédie. On n'est pas encore tout à fait là-dedans. Je vais peut-être changer notre catégorie pour mettre humour avec. Et puis, société et culture, autres, sport, etc. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que, et je veux faire une sorte de grand écart avec la question des médias, et on dit, vous savez, les médias d'information, et au Canada, on a un gros contentieux entre les médias d'information et Meta, notre ami Facebook, qui ne diffuse plus d'informations en provenance de nos médias, suite à un texte de loi qui voulait les obliger, qui était prévu pour les obliger de payer cette diffusion. On dit un peu, oui, mais du coup, il y a plus d'informations, on n'entend plus de nouvelles, l'actualité, l'information de qualité, etc. Si on regarde ce genre de statistiques et qu'on voit que société et culture et actualité sont dans le top 5 des écoutes, ça veut dire que les gens s'informent quand même, et ça veut dire qu'il y a aussi d'autres moyens de s'informer. Alors, je veux pas sous-estimer le rôle des... Enfin, moi, je pense que c'est pas sur Facebook qu'on regarde l'actu. Et si t'en as pas sur Facebook, tu vas ailleurs, quoi. Il y a un moment, faut arrêter. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, les médias qui font des podcasts d'actualité sont très écoutés, puisque c'est ces podcasts-là qui sont en deuxième rang des écoutes. Bien sûr. Ils étaient déjà pas mal. Ils étaient déjà pas mal. Exact. Donc, ils vont quand même retrouver. Moi, je pense que c'est aussi une question d'ouverture d'esprit, d'être capable de se dire qu'il y a d'autres endroits où on peut communiquer, faites du podcast. Et notamment en podcast. Non, mais faites du podcast. Et il y a que comme ça que tu arrives à contourner le reste. D'ailleurs, si on regarde le top 5 des réseaux de vente, et ça c'est intéressant parce que les principaux réseaux de vente par mois au Canada, alors on a SiriusXM qui est le géant quand même de l'audio, ça voilà, incontournable, NPR, et en troisième position, on a quand même CBC Radio-Canada. Ce qui est quand même très surprenant parce que ils ont combiné et le service anglais et le service français. Ouais. Et on est devant. Alors il y a Wondery qui est dans le top 4 là, mais on est quand même dans des très très gros face à un service d'information national qui concurrence quand même d'énormes compagnies. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les choses vont quand même assez bien du point de vue de l'information. Ouais. Quand même, non mais c'est bien. Après c'est un très bon chiffre. attention aux chiffres.
moi je n'aime pas parler trop de chiffres parce que des millions divisés par des centaines d'épisodes divisés par des centaines de... Bien sûr, mais bon. La quantité, le flow, tout ça, ça joue. Sauf que c'est quand même des chiffres encourageants et c'est bien de savoir que quand un média fait un virage numérique comme l'a fait CBC Radio-Canada, ben ça paye, comme l'ont fait d'autres médias. Ça paye. Non, ils le font bien en plus. D'autres, oui, et je souligne d'ailleurs, si on veut aller plus loin sur le sujet, l'entrevue de Natacha Mercure dans l'excellent podcast magazine réalisé par le non moins excellent Philippe Chapeau, Natacha Mercure qui parle justement de la façon dont ils font leur contenu, etc. Et l'article est très intéressant parce qu'il démontre très bien le fonctionnement très particulier de Radio-Canada à ce sujet-là. Allez, go. Ouais, j'ai une actu par contre qui est pas forcément très très bonne nouvelle. En fait, vous savez, en France, on avait un truc qui était un fonds de soutien à l'écriture sonore, 500 000 € annuels, qui était donc il y en aura pas. Il y en aura plus puisque il y a eu une édition 2023 qui sera versée en 2024, mais elle n'est pas renouvelée pour la suite. Donc c'est ce qu'on apprend sur. Il y a différents sites qui en parlent, Télérama, mais surtout sur le site de la SCAM, il y en a un qui est bridé sur Le Monde, et puis après ça a été relayé par Podmust et puis Télérama. Donc ça veut dire que c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, même si ils disent qu'une nouvelle aide pourrait être attribuée en 2025 et donc donnée en 2026. Mais en gros, en 2024, il n'y aura pas ces 500 000 € qui seront attribués à des fonds de création, d'aide à l'écriture sonore. Et on sait pourquoi on sait pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Le quoi qu'il en coûte, peut-être? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est une question budgétaire. En tout cas, c'est un des problèmes qu'a eu le Paris Podcast Festival cette année. C'est aussi une baisse de subvention du ministère de la Culture. Oui, Bruno, tu veux dire quelque chose? Non, mais moi, j'ai une autre nouvelle. Ah ben oui, bien sûr. Allons-y pour les nouvelles. C'est la semaine des nouvelles. Oui. Vous avez entendu parler du nouveau partenariat de Acast avec un fournisseur d'extraits musique? Non, dis-nous ça. Non? C'est Slipstream qui vient de signer avec Acast. Et à partir de maintenant, les utilisateurs du Ça le fait rire parce qu'il l'a entendu à la française, Slipstream. Je suis sûr que c'est ça, il l'a entendu à la française. Il s'est dit le stream du slip. Le slip français? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a le mauvais esprit, celui-là, je te jure. Alors, les gens qui utilisent Acast comme hébergeur dans leur production ont maintenant accès à 70 000 extraits musicaux qu'ils peuvent inclure dans leur production. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis sinon, évidemment, si vous utilisez un téléphone iPhone et que vous mettez la nouvelle version du système d'exploitation, le iOS 17, vous aurez droit à une nouvelle expérience lorsque viendra le temps de consommer votre balado préféré. Parce que, un peu comme on le fait déjà sur Spotify, ou je pense qu'il y a même Pocket Cast qui le fait, on joue de façon plus importante tout ce qui est habillage autour du podcast. Alors ça, c'est pour ceux qui iront installer la nouvelle. Ouais, et puis c'est aussi, ça s'adapte aux voitures aussi, ce qui fait que dans la voiture, tu as un environnement qui est plus convivial, de la couleur, de la jaquette, de la vignette du podcast. Il était temps quand même que Apple, que les applications podcast de Apple se mettent à jour un peu et nous rendent quelque chose de plus sympathique, parce que ça commençait à faire un peu vieux là, hein, ça commençait à traîner. C'est à peu près. Sinon, je suis content de voir la réaction, l'accueil que de Slipstream. Philippe a réservé dans Slipstream. Ouais, je trouve qu'ils auraient dû prendre un autre nom pour la France, mais bon. Bref, on veut pas se fâcher avec nos amis français, parce qu'on va venir bientôt. Moi, je vais venir bientôt au Paris Podcast Festival, donc j'espère qu'on fera un accueil. Je sais pas si je vais y aller en fait. Bah oui, tu vas y aller. Mais oui. Non, mais je rigole pas en plus, parce que tu m'as dit que je serais ton représentant officiel. Exactement, c'est que d'une part, le jeudi, je pourrais pas y être sur la version, sur la partie pro, mais les deux autres jours, en fait, la question se pose tout simplement parce que il va y avoir, on ne tiendra pas la librairie comme l'année dernière. Ah, c'est dommage. Ça. Il y a eu un changement de direction et donc il y a une librairie à la Gaîté Lyrique qui va gérer ça. Et le problème de ça, c'est que ça veut dire que même si on met des magazines, vu la marge qu'on doit laisser à la librairie, il est possible que ça soit même pas intéressant. Non. Et puis
monter à Paris pour que ça coûte de l'argent. Malheureusement, on est dans une situation où on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, il n'est pas sûr que... alors, je serai là certainement, mais il n'est pas sûr qu'on y voit Podcast Magazine. Voilà. Ok, bah c'est dommage parce que c'était quand même une occasion assez chouette de lier ce festival avec le magazine qui traite du sujet en France. Sinon, je vais dans un bar à côté, puis avec ma carte bleue. D'ailleurs, il y a un bar à côté. Je me mets sur. D'ailleurs, il y a un bar à côté. Hein, ouais, bah, pourquoi pas. Je voudrais quand même qu'on parle du micro avec lequel je suis en train de discuter avec vous. Quand même, vous n'avez même pas souligné la qualité ou votre mécontentement ou quoi que ce soit de ce micro. Vous savez lequel duquel il s'agit quand même. Allez. C'est un Shure. Je vous laisse deviner. Bon, le SM7B, là vous le savez que c'est le Shure. On est en train de tester les Shure. Là, qu'est-ce que vous pensez du rendu de ce micro? D'abord, petit exercice qu'on a dû faire avec Bruno quand on a lancé l'émission. J'ai dû augmenter les niveaux d'entrée de façon assez remarquable quand même sur ma Rodecaster pour arriver à avoir un niveau d'écoute qui soit à la hauteur de la qualité d'enregistrement qu'on cherche. Donc ça, c'est toujours, mais on le sait, ça c'est quand même l'enjeu. C'est le SM7B qui est comme ça. C'est l'enjeu de ce micro-là. Et moi, je sais pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce micro? Micro dynamique, cardioïde, quand même une sensibilité assez remarquable. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce micro-là, à part que c'est le passe-partout de bonne qualité de tous les podcasteurs? C'est un peu celui que tout le monde veut avoir, mais qui, pour moi, revêt quand même le problème du cloud lifter, c'est-à-dire il faut lifter, il faut augmenter les dB sur ce SM7B, là où le MV7X a pas du tout cette problématique-là. Et quand je dis le MV7X, donc il est que XLR, comme le SM7B. Et c'est vrai qu'on se pose la question si c'est pas simplement un effet de mode, en fait. C'est-à-dire qu'on dit que tout le monde doit, quand t'es un podcasteur, si tu veux être un podcasteur, c'est un peu comme la Rolex, quoi. Si t'as pas de Rolex à 50 ans, c'est que t'es pas un homme. Si t'as pas ton SM7B, c'est que t'es pas un podcasteur. Et je trouve ça un peu peut-être too much, sachant que Shure fait aussi d'autres micros qui sont très très bien et qui ont pas ce prix-là. Mais c'est surtout que l'essai précédent qu'on a fait avec le MV7 nous offrait beaucoup plus de possibilités. Moi, je trouve que, tu sais, on a ajusté certaines choses avec le MV7. On aime ou on n'aime pas, mais on a pu avoir une ambiance un peu plus chaude, un peu plus claire. Alors, on peut le faire, hein, avec le SM7B. Il y a un petit réglage, vous le savez, à l'arrière pour donner plus de clarté, plus de présence. On peut avoir une présence un peu plus plate. On peut atténuer les basses. On peut augmenter sa présence, comme je vous le disais. Mais c'est vrai que à part la qualité et le rendu qui est quand même, faut le dire, assez unique, il n'y a pas d'autre énorme avantage à ce micro-là, surtout que son prix est quand même assez élevé. Ce qui n'empêche pas que ce soit le micro qu'on fasse gagner quand on fera notre petit concours. Ah non, mais c'est un super micro à gagner. C'est un super micro. Il y a rien à dire là-dessus. Le souci, c'est quand tu démarres et que tu veux pas aller dans des presets ou rajouter un cloud lifter. Moi, j'ai vu des vidéos de youtubeurs sur internet qui proclamaient que le SM7B était le micro qu'il fallait pour YouTube, et après ils t'expliquaient, alors ensuite tu vas brancher ton cloud lifter, ensuite tu vas faire ton preset, tu vas rajouter ça et tu vas faire ça. Je suis pas sûr que ça soit forcément bon, bref, mais après non, mais c'est peut-être le point essentiel finalement du sujet, c'est que au fond, c'est pas un micro pour débutants. C'est pas un micro pour débutants. C'est un micro pour des gens qui ont déjà du matériel, exactement, qui ont déjà une console, qui sont capables d'ajuster les réglages comme il faut. Et peut-être que c'est ça le conseil qu'il faut donner. C'est un formidable micro. Oui, il a une qualité sonore qui est extraordinaire, un timbre qui est superbe, mais c'est pas donné à tout le monde. Et Bruno, c'est pas plug and play, quoi. Exact, c'est pas plug and play. Exact. Merci. C'est exactement ce que j'allais dire. En technologie, on parle d'un plug and play. Alors, ce micro-là, c'est pas du tout le cas. Il vaut mieux aller vers un MV7 où lui, vous le branchez dans votre ordinateur et vous arrivez en jouant simplement avec les paramètres là, à avoir un son qui est très proche. En fait, je pense que
tout dans le micro indique que c'est pas, à part le phénomène de mode comme que Philippe soulevait, mais tout dans le micro indique que c'est pas un micro débutant, ne serait-ce que son tarif. C'est quand même un micro qui fait partie de la gamme des micros les plus chers. Il reste que c'est quand même effectivement certainement celui qu'on voit le plus, en tout cas. Est-ce que c'est le plus utilisé? J'en suis pas sûr, mais c'est celui qu'on voit le plus sur les tables quand on assiste à des podcasts enregistrés. Allez, ouais. Et on va passer au sujet suivant pour essayer de gagner du temps pour pas que Philippe puisse nous délivrer son information. Non, mais je veux juste qu'on parle une dernière fois là, qu'on revienne sur Descript. Non, mais parlons de Descript là, parce que moi je voudrais j'essaie de comprendre. Là. Descript s'est marié avec Squadcast, c'est un beau mariage. On a maintenant un tout en un. Mais qu'est-ce que vous pensez de la console? Qu'est-ce qui se passe avec Descript? Il faut abandonner Descript ou il faut... L'interface, je vais dire un gros mot, l'interface est à chier. Mais pourquoi il l'améliore pas, là, cette interface? Elle est complètement désagréable. Mais non, mais mais c'est pas pourquoi. Mais regarde comment ça s'est passé, en fait, avec Descript. Au début, c'était assez simple. Il y avait une interface qui était assez basique. Elle faisait ce qu'elle faisait. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à ajouter la vidéo et ils ont ajouté ci et ils ont ajouté ça. Et le problème quand tu pars d'un logiciel où tu as une problématique et tu fais de l'UX et de l'UI derrière et que tu rajoutes des couches, il faudrait repartir de zéro avec toutes les fonctionnalités que tu veux vraiment ajouter si tu veux avoir quelque chose d'intuitif. Ça, et là, clair. Ils sont pas bons. C'est une usine à gaz. Qui, pour certains, moi je sais que on m'en parle souvent et on me dit je trouve que le résultat est bon, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas où, j'arrive pas à m'y retrouver. Alors c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu énorme parce qu'on s'y retrouve quand même au bout du compte, mais c'est vrai que si on veut utiliser toutes les fonctionnalités et notamment la vidéo, l'audio, alors là c'est un enfer, et la transcription et après derrière le sous-titrage, oh là là là. C'est ça, honnêtement, si tu veux utiliser une grande partie des fonctions, le sous-titrage, etc., tu te perds là-dedans. En plus, les fichiers audio sont le classement des trucs que tu crées pas par projet, mais tu crées par insertion de fichiers et tu as une file de fichiers qui se sont insérés les uns à la suite des autres sans pouvoir les faire rentrer dans un projet unique. Bref, c'est vraiment le bordel. Il faudrait vraiment que quelqu'un chez Descript se réveille et se dise qu'on joue sur l'usage client là, parce que c'est vraiment le bazar. Quand tu veux que le truc fasse tout, obligatoirement, c'est comme les robots, ça fait tout, mais ça peut pas tout faire bien. Non, et c'est le cas de Descript, mais si c'est un outil quand même très efficace, mais le problème c'est quand t'as tout dans un outil, t'as tendance à t'y perdre. Donc c'est un peu l'écueil de cet outil. Mais puis si vous voulez vraiment que je vous parle de l'outil vidéo, eh bien je peux le faire. Mais ça mène tellement bien au sujet de Philippe. Oui, c'est ça. On est dans les mauvais outils. Alors vas-y, continue sur la lancée. Vas-y, continue. Allez. Ah, je rêve. Alors pour ceux qui sont un peu techniques aussi, mais qui rêvent d'avoir un podcast filmé sans avoir à changer les caméras, avec un outil qui non seulement se connecte à la Rodecaster Pro avec une petite console à thème, ça veut dire qu'il y a la Rodecaster qui coûte 400, la petite console à thème qui coûte 500 €, et puis le soft supplémentaire qui coûte 500 €. Ça veut dire que pour 1500 € aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de faire du multicaméra automatisé à la voix et qui permet d'avoir un résultat qui après est très professionnel. On peut même donner accès à un réalisateur externe loin du studio qui peut changer les caméras s'il le veut manuellement, mais c'est ce qui vient de sortir chez Broadcast Bionics, une société anglaise. L'outil s'appelle Camera One et ça utilise bien entendu différents types de caméras. Donc une mini ATEM, enfin c'est une ATEM mini, vous savez, c'est des toutes petites ATEM. Vous pouvez prendre une ATEM mini avec 4 caméras ou alors une extrême avec 8 caméras, vous pouvez aller jusqu'à 8 caméras, et l'outil va tout gérer sur un navigateur. C'est quand même formidable, honnêtement, même si le prix a l'air quand même un peu élevé, 1500, on se dit mince, ça fait cher, mais si tu regardes avec la Rodecaster. C'est ça, combien coûtait un studio il y a encore quelques années, on était très très loin de tout ça. Donc non, c'est un bel outil pour les youtubeurs.
Ah là là. Mais oui, non, mais je suis pas non plus pro vidéo. Je dis simplement que l'outil existe. J'ai quand même fait un article sur la vidéo dans Podcast Ah bah oui, Magazine. non, mais il faut bien quand même. Je t'en voudrais toute ma vie. Il faut mais, bien. c'est pas grave. Bon, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Non, on arrive au bout de cette émission et on doit couper bientôt. Alors, on arrive à la fin de ce 21e épisode, ce deuxième épisode de la nouvelle saison. Quel plaisir de vous retrouver pour cette saison. Merci à vous. Merci à toi, Bruno. Merci à toi. Merci, Philippe. Mais merci encore. Hein, quel bon moment. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, je l'espère, jusqu'à la fin. Ce podcast est une production Ghostscript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. Je remercie notre partenaire Eddie Sound, dont vous pouvez consulter le site sur eddiesound.com. On se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des commentaires sur Apple Podcast, évidemment. Vous pouvez recommander cet épisode à qui vous voulez et quand vous voulez et où vous voulez. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move a little faster. Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go. Move a little faster. Step inside.